معالي الوزير، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن يتاح لي الفرصة أن أتدخل أمامكم في هذا الجمع الكريم حول موضوع مهم، أين نطوي صفحة ونفتح صفحة جديدة لجزائرنا. أستسمح معالي الوزير والسيدات والسادة الحضور أن أتناول محاضرتي أو مداخلتي باللغة الفرنسية. L'histoire du mouvement syndical en Algérie est assez particulière, à plus d'un titre, car l'émergence de ce mouvement fut sous l'instigation d'une velléité de libération et d'indépendance. Avec l'apparition de la centrale syndicale Union Générale des Travailleurs Algériens, du GTA, le 24 février 1956, elle fut un bastion du nationalisme algérien et une matrice parmi d'autres ayant fourni le mouvement de libération nationale des cadres nécessaires. Depuis longtemps, les rapports entre l'État et les citoyens étaient bâtis sur des formes de domination, où les espaces de concertation et de consultation ne cessaient de se rétrécir. Afin de comprendre la situation ouvrière, l'on doit aborder les rapports entre l'État et le citoyen, ce qui a considérablement affecté le champ syndical. Mohamed Boukhebza, sociologue et démographe, assassiné en 1993, justement, je lui en rends un vibrant hommage pour tout le travail qu'il avait effectué, parlait de renversement des hiérarchies sociales, où les dispositifs juridiques n'ont aucune force d'application. Le sociologue feu Djilal Eliabès, encore assassiné en 1993, quant à lui, appréhende la question de l'entrepreneuriat qui n'arrive toujours pas à être un vecteur d'innovation en matière de transfert de technologie et de l'établissement de nouveaux rapports de travail, en tant que rapports sociaux, ayant comme socle de l'égalité des chances, la justice sociale et le respect des libertés individuelles et collectives. Depuis des décennies, l'on assiste à une instrumentalisation systématique du système judiciaire dans le but d'entraver les mouvements syndicaux, les mouvements de protestation, des syndicats surtout autonomes. En 2004, l'on comptait près de 53 syndicats autonomes. Cette mesure très fréquente et utilisée par des pouvoirs publics afin de dissuader les militants syndicaux de mener des actions de contestation, à savoir contester les mouvements de grève, les rassemblements, déposant des plaintes auprès des tribunaux compétents, et souvent l'administration locale, surtout locale, et le ministère de tutelle obtient gain de cause. Ce qui nous a incité à poser la question de l'impartialité de la justice et le recours exclusif des pouvoirs publics à la justice pour réprimer les libertés syndicales au lieu de favoriser le dialogue social et la concertation. Car les articles 27 et 28 de la loi 90-02 stipulent que le droit de grève appartient au collectif des travailleurs dont il faudra revenir aux assemblées générales. Nous citons un exemple de l'implication de la justice dans les conflits entre les syndicats dans des cas de dissidence, le conflit qui oppose les deux factions, du CNES depuis 2017 jusqu'à nos jours. Et en mesure de transparence et en date du 3 mai 2018, le service de la communication du ministère du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale a rendu publique une liste des organisations syndicales de travailleurs enregistrées conformément à la loi numéro 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée relative aux modalités d'exercice du droit syndical. Deuxièmement, le refus d'agrément des syndicats autonomes. Là, on assiste quand même à une, comme j'ai dit au début, à l'ouverture, l'ouverture d'une nouvelle page, c'est-à-dire là une réelle volonté de renouer le dialogue, de jeter les ponts et de rompre avec certaines pratiques et certaines mentalités. Donc le refus d'agrément syndicat autonome était une pratique assez courante pour empêcher l'apparition des syndicats, que ce soit dans le milieu universitaire ou bien dans d'autres secteurs d'activité, alors que l'Algérie s'est engagée à respecter les termes de la convention citée par Dr Kourish, la convention numéro 87 de l'Organisation internationale du travail,
Mais le législateur algérien a mis un dispositif législatif pour dénuder la dite convention de son contenu et contourner les droits des travailleurs, comme le confirmait le docteur Chouicha Kaddour dans un article sur le pluralisme syndical en Algérie. Vous pouvez revenir à un ouvrage collectif intitulé L'Algérie face à la mondialisation, édité par Codesria en 2008. Il dit qu'une première lecture de ces lois et réglementations laisse croire à une conformité totale avec la Convention 87 de l'OIT, quoique l'on puisse noter les différents points qui ont permis aux législateurs algériens de dénuder la Convention d'aspects jugés pro-libertaires. Même si les lois sur les droits syndicaux sont claires et que les pouvoirs publics tendent à donner plus de facilité aux syndicats, mais les restrictions perdurent toujours et les lourdeurs législatives et administratives contribuent significativement à entraver les libertés syndicales. En abordant la question ouvrière, le sociologue Saïd Chikri parle de champs de marginalité, ayant réduit une jeunesse avide de liberté et de justice sociale à une quarantaine sociale. Selon les termes de l'auteur, plus encore, les travailleurs ont été basculés vers ce champ, car les mentalités autoritaires ont réprimé les voix qui s'élèvent pour revendiquer plus de justice, plus de droits, d'où l'on constate l'apparition des syndicats autonomes et leur résistance et même leur obstination. Concernant la classe ouvrière, l'on constate des résistances et des hostilités du côté des travailleurs, animées par l'instabilité professionnelle, la baisse du pouvoir d'achat, ainsi que la répression dont fait preuve les représentants de l'administration locale. Et quand je parle de l'administration locale, on doit mettre 3 ou 4 tirés dessous. Depuis plusieurs semaines, le ministère public multiplie les sorties et les mesures d'apaisement et de régularisation afin de permettre l'exercice du droit syndical, mais le chemin est long et périlleux. Et l'on doit centrer l'effort sur un projet de refonte. Redéfinir les textes juridiques dans un cadre de transparence, de concertation et de dialogue. 2. Institutionnaliser le dialogue social comme seule issue pour dissiper les malentendus et venir à bout des divergences sur les questions d'intérêt public commun. 3. Établir une hiérarchie des normes pyramidale afin de permettre les compétences de négociation à chaque niveau. 4. Revoir le code de travail dans une perspective d'adaptation et de cohérence, notamment en ce qui concerne la flexibilisation des relations de travail et les négociations collectives. Et 5, et dernièrement, faire évoluer les mentalités afin de normaliser les rapports de travail dans le but de garantir les droits et l'application de la loi. Wa ashkurukum ala husn al-isra'.